Bonsoir, bienvenue au Palace, bienvenue au cinéma. On est ravis de vous accueillir ce soir pour ce nouveau numéro de Club 35. Chaque mois, on vous propose un film classique, la plupart du temps en 35 mm, quand on peut le faire. C'est le cas ce soir. Donc, ce soir, on présente The Pledge, film de Sean Penn, son troisième long métrage. Et pour nous en parler, pour vous en parler, on a le plaisir d'accueillir nos amis Fabrice Duels, cinéaste belge, et Jean-Pierre Verskeur, historien des techniques du cinéma. Bonsoir. Bonsoir. Alors Fabrice, parle d'abord un peu du film. Oui, très heureux d'être là pour présenter ce film incroyable que j'aime particulièrement. Alors, vous dire d'abord que tout démarre d'un scénario. C'est d'abord un scénario, c'est le scénario de Friedrich Dürrenbach, qui prépare. Il y a une production, donc on est en 58, il y a une production suisse, allemande et espagnole d'un film qui va s'appeler C'est arrivé en plein jour, un film de Ladislas Vadja. Et donc c'est Dürrenbach, qui est un dramaturge suisse qui travaille sur ce scénario, qui accouche du scénario. Dürrenbach est vraiment quelqu'un de très important dans la littérature allemande, mais qui ne va pas se reconnaître dans le film accompli, surtout la fin, et qui, à la suite de cette désillusion, va écrire un roman qui va devenir La Promesse. Donc c'est un scénario qui devient un livre. Ce livre va s'appeler donc La Promesse, The Pledge, avec un sous-titre qui est Requiem pour un film policier. Alors ça, déjà, c'est très éclairant sur la démarche de Dürrenbach. C'est-à-dire que donc on est dans les années, fin des années 50, hein, c'est l'époque du roman policier, on pense à Simenon, Agatha Christie et beaucoup d'autres, du whodunit en fait. Et donc Dürrenbach s'oppose à ça. Généralement, dans le whodunit, on a un enquêteur, un commissaire qui enquête, qui relève des indices et qui définit et un coupable à la fin. Ici, pas du tout. Vous verrez même dans le film, je pense que vous l'avez probablement, beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, mais il n'y a pas de coupable désigné, ni même capturé. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose de très, très, très ambivalent. Voilà. Et cette ambivalence-là est vraiment la marque de l'auteur. Et 50 ans plus tard, Sean Penn, foudroyé par la lecture de La Promesse, a une espèce d'hyperconnexion au bouquin, et surtout il cherche un grand personnage pour Jack Nicholson, avec qui il a fait Crossing Guard 6 ans plus tôt, et il cherche à réitérer l'expérience avec Jack Nicholson. Donc ils vont se mettre d'accord sur ce projet, qui est un projet difficile, hein. Aucun major n'en veut, c'est compliqué, Warner il va pas, enfin voilà, il y a des problèmes d'argent. Bon, finalement, ils vont faire le film. Donc c'est l'histoire de Jerry Black, un flic qui est à l'aube de la retraite et qui refuse en fait de clôturer une enquête autour d'un meurtre sexuel terrible et glauque sur une gamine de 7-8 ans. Et il va faire une promesse, ce flic va faire une promesse aux parents. Et dès lors, c'est sa descente aux enfers, c'est l'abîme en fait, c'est les abysses dans lesquels, et l'obsession dans laquelle il va basculer. Et ça, c'est quelque chose qui est dans le bouquin, donc adapté aux États-Unis et principalement au Nevada. Mais ce qui est très étonnant ici dans le film, c'est que Sean Penn va faire de Jerry Black un pêcheur. Alors, un pêcheur, ceux qui connaissent un peu la pêche, c'est toujours une histoire de territoire et d'appât. Et là où le film devient absolument extraordinaire, à mon avis, c'est que Jerry Black va rencontrer une jeune femme qui a une jeune fille de 7-8 ans, et il va se mettre en ménage avec cette jeune femme, et il va utiliser cette jeune fille comme appât pour trouver le coupable. Et là, le film devient, à mon avis, génial, extraordinaire, parce qu'on bascule dans l'obsession, dans les grands thèmes du film, en fait, dans l'obsession du personnage, donc qui fait penser à la phrase de Nietzsche, celui qui combat les monstres peut aussi, lui aussi, devenir un monstre s'il abîme. Non, dis pas trop. Tu es en train de dévoiler. Non, mais je ne dévoile pas. Enfin, le film est connu. Le film a 25 ans. Le film est sur Netflix. C'est juste vraiment, je dévoile trop. Qui n'a pas vu le film ?
Ouais, déjà, Ah bon, quelques voilà, là, ok. Ok. Excuse-moi. Bon, moi j'ai vu le film plusieurs fois et je vous assure que c'est un film extraordinaire. Enfin, je pense que c'est un grand film et probablement mon Sean Penn préféré. Mais je vais terminer sur les grands thèmes, du film. Donc, je vous parlais de l'obsession, mais je vous parle aussi de l'ambivalence morale de la promesse. Et ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire parce que Jerry Black, en fait, qui est un homme sur le fil, est tenu à une impossible promesse. Et en fait, il va dévisser, il va dériver, il va profondément dériver. Donc on a une connexion avec ce personnage et peu à peu, quand le film avance, ça grince. Ça grince. Non, mais ça grince quand même. Et la troisième chose, à mon avis, très importante, qui est le thème de Durenbach, qui est vraiment très très fort, c'est le thème de la justice. Et ici, il oppose la justice au hasard. Pour lui, le hasard domine le monde, et je pense que Sean Penn a vraiment accompli ça. Et la justice, voilà, il est en lutte contre un monde trop rationnel, trop articulé. Et donc il oppose cette justice-là au hasard. Le film est magistral, très sincèrement magistral. C'est un échec commercial cinglant pour la Warner. Le film s'est installé avec le temps, est devenu un classique qu'on peut voir et revoir. Moi, je l'ai vu plusieurs fois et je vous assure qu'à chaque fois, j'y retire vraiment quelque chose. Le film est aussi articulé à une direction artistique extraordinaire. Hein. Ça va de la musique à la photographie et au casting. Le casting est absolument prodigieux. Bon, on a Jack Nicholson bien sûr au centre, mais on a Patricia Clarkson, on a Harry Dean Stanton, on a Sam Shepard, on a Mickey Rourke, on a Aaron Eckhart, enfin on a un monde, Robin Wright et j'en passe. Donc voilà, je vais laisser la parole à mon camarade Jean-Pierre, mais je vous assure que vous ne serez pas déçus. C'est un film profondément viscéral et qui remue et qui nous interroge et nous questionne et que vous emporterez avec vous. Bravo. Merci. Jean-Pierre. Oui, merci Fabrice. Le fond l'emporte sur la forme et c'est bien ce qui me dérange un petit peu puisque moi je vais vous parler de choses qui sont moins importantes que le fond. Mais un fond a besoin d'une forme pour exister. Eh bien, j'avais envie de vous dire qu'il y a exactement 59 ans, je me trouvais dans cette salle, à l'époque où ce cinéma s'appelait le Pathé Palace, et j'étais venu voir La Belle au bois dormant. Et ça n'a rien à voir avec le film de ce soir, mais je m'assieds dans la salle, j'attends la projection, et avant La Belle au bois dormant, on projetait un Donald Duck, et l'image était à peu près carrée, et elle était projetée sur un grand écran comme ici. Et lorsque le film commence, l'image s'élargit 2 fois et cela a donné une sens et cela a intensifié le climat dramatique de La Belle au bois dormant comme je ne pouvais pas l'imaginer. Mais j'avais 14 ans et ça m'avait impressionné. Et je suis très heureux aujourd'hui de me retrouver ici, dans cette même salle, là où vous êtes, et d'avoir assisté à quoi ? J'ai assisté au respect de la forme originelle des œuvres cinématographiques. J'ai assisté au fait que les films étaient présentés comme les réalisateurs le voulaient. Eh bien, c'est ce que vous allez voir ce soir. Je le dis souvent, mais ce soir, et merci à la direction du Cinéma Palace, merci à Eric d'avoir accepté de vous montrer un avant-programme. Et je dois être bref, puisque je sais qu'on n'a pas beaucoup le temps. Donc, vous allez assister à un avant-programme où quelques œuvres seront présentées dans leur forme originelle. Par exemple, un Tex Avery de 1937 en Technicolor. Alors, plus rare que le mot rarissime, ça n'existe pas, puisque rarissime, c'est déjà très rare. Il y a peut-être un autre mot, c'est le mot unique. Alors, c'est unique de voir un Tex Avery de 1937 en Technicolor présenté avec le respect du format originel. Dans cet avant-programme que vous allez découvrir dans quelques instants, il y a aussi la bande-annonce de Casablanca, où vous allez découvrir des images en pellicule exactement comme à l'époque. Et vous verrez par la suite 2-3 spots publicitaires en cinémascope, le format qui m'avait fasciné quand j'avais 14 ans. Et ensuite, la bande-annonce de La Horde sauvage qui sera présentée le mois prochain. Alors, La Horde sauvage,
et soyez très attentifs à la projection de cette bande-annonce, a été tourné en Panavision Technicolor. Eh bien, le film The Pledge, puisque moi je parle de la forme et toi du fond, alors quelle est la forme qu'il faut remarquer par rapport à The Pledge? C'est que ce film a été tourné dans un procédé anamorphique pour écran large, qui est une sorte d'adieu nostalgique, pas nostalgique, mais une sorte d'adieu à la pellicule. On ne tourne plus de films en anamorphique 35 mm après. Et donc, ce que vous allez voir dans The Pledge, c'est la plus belle qualité que le cinéma numérique nous a offert. Et la copie que vous allez voir vient de Cannes. C'est la copie que Warner a présentée à Cannes. Copie analogique. C'est une copie analogique. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit numérique. Ah, excuse-moi. Oui. Sinon, on les perd. Hein. Toutes mes excuses. Ouais, toutes mes excuses. Ouais, ouais. Voilà. Donc, c'est un adieu nostalgique à la pellicule parce qu'on n'a plus rien fait de mieux après. Donc, ce que vous allez voir, ce sont les plus belles images anamorphiques et analogique de l'époque de la pellicule. Alors, le procédé qui a été utilisé, après ça j'arrête, c'est le JDC Scope, c'est pour John Danton Camera. C'est un Anglais qui a voulu concurrencer Panavision, il n'y est pas parvenu. Et je ne sais pas vous expliquer pourquoi la Warner et Sean Penn ont décidé de tourner ça dans un procédé autre que le procédé Panavision. Mais il faut savoir que Sean Penn était quand même quelqu'un c'était un perfectionniste. Hein. On peut le ranger dans la famille des Hitchcock, Disney, etc., qui cherchaient le meilleur résultat à la projection. Il avait tourné pour Terrence Malick la ligne rouge dans un niveau de qualité d'image tout à fait extraordinaire. Et donc, je suppose qu'il a voulu cela aussi pour ce film, avec quand même un bémol. Un bémol, mais on vient... Tu parles de Menguez. Je parle du chef opérateur, de Chris Menguez. Oui, tout à fait. Oui, mais du choix du système anamorphique. Mais je vous assure, après ça, j'arrête. Mais vous allez voir des images d'un très haut niveau de qualité qui a quand même un petit bémol, un petit problème. C'est ce qu'on appelle en photographie les spares, c'est-à-dire que si on filme dans l'obscurité, un point lumineux, par exemple, vous allez voir une ligne horizontale sur toute la largeur de l'image. Alors, c'est quelque chose de tout à fait surnaturel, ça n'existe pas. Mais c'est un défaut d'un système anamorphique que Panavision a pu réduire et que d'autres procédés ont pu réduire totalement. Alors, pourquoi avoir choisi ce procédé? Je ne le sais pas. Par contre, l'avantage du système qui a été utilisé, c'est une très haute définition de l'image. Et donc, ce que vous allez voir cet après-midi, fin d'après-midi, c'est un adieu à la pellicule avec le plus haut niveau de qualité que le cinéma argentique ait proposé et produit dans l'histoire du cinéma. Voilà. Alors, par rapport à l'avant-programme, si ça vous plaît, eh bien, faites-en part à la direction du Palace et on pourrait le refaire. Votre avis sera très important. Merci pour votre attention. Voilà, et avant de lancer le programme et l'avant-programme, vous dire qu'on va voir la bande-annonce de Casablanca. Casablanca, c'est un film qu'on va vous montrer, mais là, ce sera en numérique mercredi prochain. J'ai oublié la date, mais c'est mercredi de la semaine prochaine. On vous montre les 400 coups aussi de François Truffaut, dimanche prochain. Et puis alors, le prochain Club 35, c'est The Wild Bunch, La Horde Sauvage. Ce sera une copie 35 mm, mais ce sera une version française. Et ça, c'est quand ? C'est le 19. Oui. Le 19 juin. Voilà, donc on vous attend toutes et tous à ces projections. Et ben, bonne séance. Mais Eric, ok, c'est en français, mais c'est le director cut. Alors ça, c'est tout à fait exceptionnel, encore une fois. Ceux qui me connaissent savent que je recherche non seulement la forme originelle, mais je recherche les versions originelles. Et quand Peckinpah tourne La Horde Sauvage, eh bien après, la Warner a décidé de raccourcir le film d'un quart d'heure. Eh bien, vous verrez ce que Peckinpah a réellement voulu. Et quand on voit les deux versions, j'aime autant vous dire que vive le director cut. Et ça, c'est pas rarissime, c'est unique. Merci Jean-Pierre, merci Fabrice. Bon film.